As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant? Une chanson? Pourquoi faire? Pour la chanter? De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt. Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture. Un divertissement proposé par Hélène Azera. Bonsoir, chère Laurence Aymer. Vous êtes la fille de celui à qui nous allons rendre un hommage vibrant. Ce soir, vous êtes la fille de Michel Aymer. Et Michel Aymer, il fait un petit peu partie de ceux dont on chante les chansons en ayant oublié le nom. Mais en même temps, c'est un nom qui est resté. C'est resté un moment, c'est-à-dire qu'après, on s'est bien souvenu des chansons, mais peu de l'auteur et du compositeur, qui d'ailleurs, enfin, il était auteur-compositeur, mais assez peu. Mais bon, disons que le plus important, c'est aussi les chansons. Hein. Pour résumer, 26 chansons pour Piaf, dont certaines des plus célèbres, à commencer bien sûr par l'accordéoniste, mais aussi des chansons pour toutes sortes de gens. J'en ai même retrouvé pour Johnny Hallyday. Oui, ça, je dois dire que j'étais assez Eddie étonnée. Mitchell. Oui. J'aimerais qu'on commence par écouter sa voix. Très souvent, quand j'invite des invités, je leur demande définissez-moi la chanson. Une très belle émission qui s'appelait À cœur ouvert au micro de Claude Archambault, qui lui posait justement la question c'est quoi la chanson? Une chanson, très souvent on m'apporte, par exemple, des personnes m'apportent des poèmes, des paroles. Je dis c'est pas ça la chanson. La chanson c'est un bloc. Moi je fais mes chansons moi-même, justement parce que je trouve que paroles et musique ça doit coller ensemble. Je ne pense pas qu'une chanson, on puisse dire le texte à part, jouer la musique à part. Si, ça peut arriver, évidemment, il y a des exceptions, il y a de très belle musique, il y a de très belles paroles, mais c'est quand même un ensemble. Il faut que ça aille ensemble. Il faut que ce soit très simple, il faut que ce soit des paroles faciles à comprendre, des idées faciles à comprendre, parce que les gens écoutent. On ne lit pas une chanson, on l'écoute. Et en écoutant, quand vous lisez un livre, vous pouvez relire un passage qu'on n'a pas compris, mais la chanson, ça file, ça passe. Il faut que les images soient nettes, les idées soient précises, que la musique soit claire. Et facile à retenir. Facile à retenir et facile à comprendre. C'est un reproche que je fais énormément actuellement aux interprètes, peut-être pas par leur faute, la faute des enregistrements de disques. C'est qu'ils donnent beaucoup plus d'importance à la musique, au rythme, au bruit, qu'aux paroles. Et la plupart du temps, on ne comprend pas les paroles. Et ça, je trouve que c'est une impolitesse énorme. Il y a une question qui me vient tout de suite aux lèvres, c'est quelle place avait la chanson dans les rapports que vous aviez avec votre père? Il n'était pas très important. En fait, je ne vivais pas avec lui, mais je le voyais tout le temps. Et nous avions surtout des rapports tout à fait de père et fille. Nous sortions beaucoup ensemble. Nous allions Il vous un peu emmenait au partout. spectacle? Non, pas tellement. Je pense que le spectacle, si, enfin, quand nous allions voir ma belle-mère Oui. jouer, mais sinon, on allait surtout au cinéma voir des westerns, on allait s'amuser avec mon frère, tous les trois, on partait, et les dimanches, c'était plus... on ne parlait pas vraiment de la chanson. J'ai eu, quand j'étais toute petite, quand j'avais 5 ans, il m'a présenté à Piaf, effectivement, mais j'avais 5 ans, et après... On s'en souvient toute sa vie? Oui, j'oublierai jamais. Ça, je n'oublierai jamais. C'est juste un souvenir comme ça d'une dame qui était très grande pour moi. Je parle physiquement et aussi autrement, parce que ayant 5 ans, et j'étais assez fascinée. Mais sinon, non, nous ne parlions pas tellement de la chanson, beaucoup du théâtre, puisque j'avais 7 ans quand ils se sont mariés, Jacqueline Maillan et mon père. Donc, tout ce qui était... c'était plus théâtre que chanson. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre et que
J'en ai fait pas mal. Vous n'avez pas de souvenir d'un papa au piano Si, alors, oui. en train de travailler une chanson, de reprendre une chanson 50 fois? Non, par contre, je me souviens très bien que oui, il était très souvent au piano, mais il jouait de tout, hein, il jouait Oui. de tout, il s'amusait d'ailleurs avec le piano. Lui-même, C'était, il vivait oui. très près de son piano, en fait. Oui. Mais je me souviens d'un jour où il était venu me voir, j'étais en train de travailler, et il vient et il prend une carte de visite, il la retourne, il note il note tout de suite, il avait écrit une chanson comme ça lui est venu, une portée, et ça y est, la chanson était partie. Et ça, c'était quelque chose qu'il faisait régulièrement. Hein, Je vous propose de commencer par sa grande carte de visite, mais c'est vrai, il en a plusieurs, par l'accordéoniste. Donc, on entend la version de mai 40, et c'est le grand Gus Viseur qui accompagne Piaf à l'accordéon, et c'est totalement indémodable. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune air et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. C'est la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez, arrêtez la musique. Alors, Laurence Aymer, on va tuer un mythe. Il y a donc le mythe, c'est dans le film La Môme, le petit Troufion qui arrive, qui tape à la porte de Piaf et qui a écrit une chanson. Et comme il est mignon dans son uniforme, elle lui laisse amener sa chanson. Il n'avait pas encore écrit de chanson pour Piaf, mais c'était une des personnes qui comptait dans la musique à Paris à l'époque, et comme chef d'orchestre.
et comme auteur de chansons, puisqu'il avait écrit Ohé les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. Voilà, qui est un grand succès de Fréhel. C'était Oui. pas un petit soldat. Il a commencé anonyme. avec Sablon, avec J'ai le béguin pour la Béguine. Oui. Oui, et puis après, il a eu un orchestre de jazz. Enfin, il était très connu. Voilà. Il a Donc, écrit pour c'était Tino pas le Rossi. petit troufion anonyme. Non, pas du tout. Voilà. Non, simplement, c'est vrai il nous racontait, enfin, je pense qu'il le raconte aussi dans d'autres endroits, il était à l'hôpital, il avait été opéré, et dans la nuit, il a rêvé l'accordéoniste, parce que la veille, il avait entendu Piaf, et le lendemain matin, il s'en est souvenu, alors que parfois, il ne se souvenait pas. Piaf qu'il connaissait déjà, qu'il oui, avait mais déjà croisé connaissait... dans le milieu de la radio. J'ai lu, on dit qu'il l'avait croisé dans les couloirs de Radio Cité, par exemple. Pour elle, Michel Aymer, c'était les petits oiseaux, elle disait, oui, c'est ça, pas... c'est ce qu'il raconte, c'est bon, les petits oiseaux et tout ça, donc elle voulait pas le rencontrer, elle voulait pas le voir. Elle lui fait du sur-mesure. Oui, parce qu'en fait, elle lui dit, quand il lui dit, oui, mais je dois partir pour le front dans quelques jours, il en a rajouté un peu d'ailleurs. Ah oui. Elle dit, allez, vous venez, mais effectivement, et puis après, c'est vrai qu'on sait qu'il est venu, il est arrivé, il s'est mis au piano. Il est pratiquement pas ressorti avant 2 jours. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il a chanté, et mon père, alors, chantait pas faux, mais chantait pas très bien. On écoutera ça plus tard. Oui, si vous me l'avez dit. Et donc, quand même, Édith Piaf, plus tard, a dit, c'était la bagarre entre la chanson et le chanteur, et c'est la chanson qui a gagné, quand même. Hein. Donc, c'était pas... Je vous propose une autre archive où il parle un petit peu de sa naissance, de tout ça. Donc, c'est toujours dans l'émission À cœur ouvert de Claude Archambault. Cet âme de musicien, vous l'avez depuis quel âge ? Ça a l'air bête de dire ça, mais enfin, j'ai commencé à composer à l'âge de 4 ans. Avant presque de savoir jouer du piano, je commençais déjà un petit peu. Vous êtes d'origine russe ? Je suis né dans 3 villes différentes, c'est assez curieux, non ? Comment ça a pu se faire ? Je suis né à Saint-Pétersbourg, à Petrograd et à Leningrad. C'est très simple. Simplement. Un peu comme Homer, qui est né dans cette ville, paraît-il, lui. Et comment êtes-vous venu en France ? J'avais 2 mois. Je ne sais pas du tout comment je suis venu par le train, probablement. Mon père était médecin. Il était médecin en Russie, il était médecin en Allemagne et médecin en France, et il a choisi la France. Donc, l'âme russe que vous pouvez avoir, elle est héréditaire. Je suppose, parce que vous n'avez pas vécu en Russie. Je n'ai pas vécu, mais je sais, ma mère m'a dit que son père était compositeur, qu'il avait des quantités d'œuvres dans une cave, qui n'ont jamais vu le jour d'ailleurs. Alors, il y a un peu de ça. Ma mère jouait du piano, mon père jouait du violon. Je n'aimais pas énormément ça, parce qu'ils ne jouaient très juste ni l'un ni l'autre. Alors quand j'étais petit, je leur donnais des leçons en disant ça. Je disais à ma mère quand elle jouait, ton piano il faut le faire accorder. C'était simplement par gentillesse parce que c'est elle qui jouait faux. Et vous, à quel âge avez-vous commencé à jouer d'un instrument ? Du piano, je ne joue que du piano à l'âge de 4 ans. Quand j'avais des choses difficiles à faire, je descendais de mon tabouret parce que quand c'était dans le grave, je n'y arrivais pas. Vous étiez trop petit ? Je poussais mon tabouret pour aller jouer dans le grave, je le repoussais pour aller jouer dans l'aigu. Enfin, je m'en sortais quand même. Et vous avez décidé d'embrasser la carrière ou bien de faire autre chose et accessoirement de la musique ? Non, j'ai toujours pensé à faire du piano. J'ai joué beaucoup de piano. J'ai énormément travaillé jusqu'à l'âge de 16 ans où j'ai eu un accident de la main et ensuite je n'ai plus pu travailler, alors j'ai composé. Je vois que vous écoutez la voix de votre père. Je sais que ça doit être très très émouvant parce que la voix, curieusement, c'est presque plus intime qu'une photo. C'est une présence, hein, c'est une présence, il est là, et de toute façon, il est là. Hein. Et vous hochez de la tête, vous savez beaucoup de choses sur votre père. Oui, il nous racontait aussi que Arthur Rubinstein venait aux soirées que donnait ma grand-mère, donc Slava, et parce qu'elle donnait souvent des soirées avec des différents artistes, et qu'il se cachait à l'âge de 5 ans sous le piano pour l'écouter. Donc c'était déjà, effectivement, comme il le dit... une passion, il adorait ça, il était... et toutes sortes de musique, puisqu'il dit lui-même qu'il a composé aussi de la musique classique, des symphonies, des suites, des quatuors, enfin beaucoup de choses qui... Et c'était toute sa vie, quoi. On peut imaginer, sans trop extrapoler, que ce départ en 1906 de la Russie est dû au contre-coup de la révolution de 1905, où il y a eu une réaction terrible qui s'est
abattu sur les gens un peu différents. C'est un petit peu l'histoire que raconte Agnès Capri, que on s'en est pris au bouc émissaire habituel à cette époque. Et là, on va se retrouver en France. Son grand succès, c'est 1940. Et là, l'histoire se recommence pour sa famille à nouveau. Il est un bouc émissaire. Oui. Ça recommence. C'est sûr. C'est terrible, ça arrive juste, il a ce succès, parce que le succès de l'accordéoniste, on sent que c'est un succès colossal, et hop, il faut qu'il se cache, et il va partir en Suisse, où là, il retrouve d'autres artistes qui se sont réfugiés en Suisse. Il y a Marie Dubas, il y a Germaine Montero, il y a un beau cénacle qui se retrouve, et il écrit pour René Lebas une chanson que tout le monde pense que c'est une chanson écrite pour Piaf, c'est De l'autre côté de la rue. Et René Lebas m'a dit que la chanson a été écrite de l'autre côté de la rue. Vous voyez, la fille riche et qui s'ennuie avec son vieux monsieur qu'elle n'aime pas, etc., etc. C'est une image de ceux qui sont en Suisse, un peu dans la misère, parce que c'était pas facile. Et puis de l'autre côté, la France occupée. Je vous propose d'entendre un enregistrement de René Lebas qui date de 1942, qui a été fait donc en Suisse, à Lausanne. L'orchestre, peut-être qu'à Paris, il y avait je ne veux pas insulter mes amis suisses, mais peut-être qu'à Paris, il y avait des meilleurs orchestres à l'époque, de l'autre côté de la rue. Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une pauvre mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Mais le soir quand le cafard me pénètre, et que mon cœur est par trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre, et j'écarquille les yeux. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu. De l'autre côté de la rue, elle a de l'argent, une maison, des voitures, des draps en soie, des bijoux, des fourrures. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille. Si j'en avais le quart, je n'en demanderais pas plus. De l'autre côté de la rue. Quand je sors de l'usine, il pleut ou il fait froid, mais je courbe l'échine et je rentre chez moi. Faut grimper cet étage, suivre un long corridor. Je n'ai plus de courage, je me couche et je dors. Mais le matin, faut que tout recommence. Je pars au travail dans le matin glacé. Alors je me dis qu'il y en a qui ont trop de chance et les autres pas assez. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, pour qui toutes les misères sont toujours inconnues. De l'autre côté de la rue, quand elle a froid, elle danse des nuits entières. Quand elle a chaud, elle s'en va en croisière. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, vivre un seul jour sa vie, je n'en demanderai pas plus. De l'autre côté de la rue, je le connaissais à peine, on s'était vu 3 fois, mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre au 7e, au bout du corridor, il murmura « Je t'aime ». Moi j'ai dit « Je t'adore ». Il m'a comblé de baisers, de caresses. Je ne désire plus rien dans ses bras. Je vois ses yeux tout remplis de tendresse. Alors je me dis tout bas, de l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui ne connaît rien de l'amour ni de ses joies éperdues. De l'autre
la rue. Elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe, et le reste. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui regarde souvent d'un air triste et perdu. L'autre côté de la rue. Alors, vous avez une petite chose à nous dire pour que le texte que chante Piaf n'est pas tout à fait le Non, le il y a un même. couplet en moins, parce qu'à la sortie de l'usine, elle ne l'avait pas chanté. Donc, bon. Mais ce que je ressens en écoutant les chansons de mon père, que je découvre toujours, parce que plus ça va, plus, et grâce à votre émission, j'en ai encore découvert beaucoup. Et grâce à un jeune homme qui s'appelle Mathieu Moulin, qui Absolument, qui travaille à Marianne Mélodie. Oui, et c'était Qui formidable. a sorti un très beau disque, justement, des interprètes qui chantent les chansons de jeunesse. de Michel Aymert. Oui, oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mon père n'était pas un parleur. Il ne disait rien. Je veux dire, il était très drôle, il parlait, mais jamais de lui. Ce qui a été très difficile pour moi de faire des recherches sur son enfance. J'ai entendu beaucoup parler des grands-parents. Oui, mais de lui, il ne parlait jamais. Donc, c'est vrai que dans ces chansons, je découvre mon père, en fait. Bon, je l'ai connu Là, un c'est peu un tard. hymne à la liberté, c'est la Oui. fable de La Fontaine, le loup et le chien. Genre, Exactement, oui. c'est quoi la marque autour Oui, autour du cou Je préfère la liberté à l'opulence. Voilà. En fait, oui. Exactement. Et c'est vrai, mais c'est extraordinaire parce qu'à travers toutes les chansons que je découvre et que je redécouvre, je me dis, mais il y avait ces sentiments passaient non pas par la parole sur lui-même, mais par ses chansons. Alors, il y a une petite chose que je vais me permettre de vous demander. Moi, j'arrive pas à y croire, cette histoire de ce garçon de 17 ans, qu'une famille où il y a un grand médecin parisien, vous me disiez qu'il était ami de Colette, comment il peut laisser son fils de 17 ans aller jouer du piano dans des boîtes de nuit? Il y a quelque chose qui cloche, là. Je fais ma Miss Marple. Oui, alors il s'est passé quelque chose de très dramatique pour mon père et pour la famille. C'est que vers les années 25, donc il avait un frère et une sœur, donc Vera que j'ai bien connu, mais son frère est parti au service militaire à Madagascar. Enfin bon, son père ne voulait pas qu'il parte et il est mort là-bas d'une infection parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques et tout. Et mon père ne s'en est jamais remis. Et je pense que c'est à peu près à cette période-là, 17-18 ans, où pendant un an, il disait lui-même qu'il n'avait pas dessoulé tellement il souffrait, tellement il était malheureux. Et que, voilà, donc je pense qu'il avait besoin sûrement En fait, de partir, de jouer, d'aller vraiment... Peut-être que la famille a préféré qu'il soit sur l'estrade en train de jouer Sans du piano doute, oui. que dans la salle Sûrement en train de boire peut-être de la vodka d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, sans doute, oui. Ça a été vraiment l'horreur pour lui et pour ma tante aussi d'ailleurs. Et voilà, donc peut-être c'est à ce moment-là qu'il est parti. Un jouer. autre petit mystère, alors une chanson de lui que j'adore, le disque usé qui est fait sur l'idée du 78 tours qui Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, nos désirs, nos Non, rêves. non. Et je regarde dans le listing de Radio France, 1943. Alors d'un côté, il est obligé de se cacher, et de l'autre, on publie ses chansons. Et de la même façon, Glansberg, donc, qui a aussi écrit beaucoup de merveilles pour Piaf, m'a dit « J'étais son pianiste. Il n'y a pas de concert où on ne jouait pas l'accordéoniste. » Alors que normalement, on n'avait pas le droit de jouer les chansons de certains auteurs. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que Édith Piaf chantait les chansons, elle récupérait les droits en disant que c'était d'elle et elle envoyait tout à mon père. Elle envoyait l'argent à mon père, ce qui lui a permis de vivre lorsqu'il était à Nice pendant la guerre, quoi. Parce que sinon, effectivement, il était interdit d'ondes. Et en même temps, il lui envoie des chansons. Il lui envoie le disque usé. Oui, oui. Et il y a même une histoire assez drôle, c'est Marguerite Monod, je ne sais pas si vous savez, qui était extrêmement distraite
Oui, mais j'ai vu vraiment ça d'une partout. distraction Oui, extraordinaire. qu'elle prenait toujours Et elle donc, partait elle à avait Rome quand elle voulait aller Voilà, à et Stuttgart. elle avait signé, je me Oui. demande si c'est pas Je m'en fous pas mal. Oui. Je crois qu'elle l'avait, donc pendant la guerre, elle l'a signé. Et elle a complètement oublié que c'était pas elle qui l'avait écrite au retour de la guerre. Mais ça s'est très vite arrangé Ça quand s'est même. très En disant, bien, mais non, c'est moi, non. Mais ça s'est très vite arrangé avec mon père. Donc, alors, vous voyez, vous me donnez une indication. Je croyais que je m'en fous pas mal. Ça avait été écrit après la libération, qu'il y avait un petit climat de les mauvais jours sont finis. Et en fait, ça a été écrit encore, d'après vous. Bon, alors est-ce que c'est Je m'en sous fous pas mal ou une autre l'occupation. chanson peut-être que je... En tout cas, elle est plus. Mais c'était en 43 ? Elle est enregistrée en 46. Ah, elle est enregistrée en Juste 46. juste après. Alors, est-ce une autre chanson? C'est possible aussi. Mais enfin, disons que bon, c'est une des chansons de mon père qu'elle avait signée. J'adore, je m'en fous pas mal. On peut Oui, elle est l'écouter. merveilleuse. Ah, elle est formidable. Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine, je vous jure que le patron il est content. Mes amis se sont mis en colère, c'est pas bien malin ce que tu fais là. Faut ce qu'il faut, mais toi tu exagères, tu verras qu'un jour tu le regretteras. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a les bords de la Seine, il y a l'avenue de l'Opéra, il y a le bois de Vincennes. Quel beau dimanche on a là. Et puis il y a le bal qui vous plante des frissons partout. Il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux. Il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou. Le reste après tout, je m'en fous. Ce fut par un de ces beaux dimanches que tout de long se mit à danser. De grands yeux noirs, de longues mains blanches. Alors je me suis laissé embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type-là t'es connu, il a pas de cœur. C'est un va-nu-pied, un trait de misère. Il t'en fera voir de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi. C'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a ses bras qui m'enlacent, il y a son corps doux et chaud, il y a sa bouche qui m'embrasse. Ah mon amant, ce qu'il est beau. Et puis il y a le bal. Quand je suis dans ses bras, c'est fou, je me trouverai mal. Quand il me dit viens, rentrons chez nous, oh l'animal. Avec lui, j'irai n'importe où, le reste après tout, je m'en fous. J'ai vécu des heures si jolies, quand il me tenait entre ses bras. Je n'aurais jamais cru que dans la vie, on puisse être heureuse à ce point-là. Mais un jour où tout n'était que rire, un jour de printemps rempli de joie, il s'en est allé sans rien me dire, sans même m'embrasser une dernière fois. Je m'en fous pas mal, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon passé qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Les souvenirs qui m'enlacent chantent au fond de mon cœur. Et tous les coins où je passe me rappellent mon bonheur. Et puis il y a le bal, je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux
Parfois j'ai mal, j'ai mon cœur qui frappe à grands coups. Ça m'est égal, je m'en fous. Là, on est vraiment... C'est l'explosion de Michel Aymers. Écrire pour Piaf, qu'est-ce qu'un auteur pouvait faire de mieux? Moi, Léo Ferré m'a fait comprendre quel désespoir ça avait été pour lui que Piaf a juste chanté une musique, une chanson dont il avait écrit la musique, mais n'a jamais voulu d'un texte. Je crois qu'il y avait une grande complicité. Ils riaient beaucoup ensemble avec Piaf, mon père. Quand mon père arrivait, elle disait « Raconte-moi une histoire, fais-moi rire ». Et il disait « Mais laisse-moi enlever mon manteau ». Tellement, elle riait quand elle le voyait, mais c'était une complicité, c'était une amitié. Mon père m'a dit un jour « J'ai toujours été son ami parce que je n'ai jamais été son amant ». Et vraiment, il y avait quelque chose entre eux de très fort. Et je crois qu'il ressentait la sensibilité d'Édith Piaf et il l'a suivie jusqu'au bout. Et il était très ami avec Cerdan, très triste quand Cerdan est mort. Il était ami avec Théo Sarapo. La chose qui frappe aussi avec Piaf, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est son intelligence. Oui. C'est-à-dire que dès qu'elle fait une interview, chaque fois, même le texte qu'elle sort, c'est magnifique. Oui, elle absolument. parle comme personne. Oui. Si on est un petit peu sensible à l'intelligence des gens, on est très impressionné. Et vraiment, c'était... j'ai retrouvé des lettres où elle lui envoyait mon Mimi adoré. Et elle lui écrivait des lettres. C'était formidable. Elle écrivait bien. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas... Il y a eu un ouvrage avec pas mal de correspondances, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un recueil avec toute la... ou ce qu'on peut retrouver de la correspondance de Piaf. Ça viendra peut-être. Il y a des fautes d'orthographe, mais qu'est-ce qu'elle écrit bien. Qu'est-ce qu'elle écrit bien. Je suis tombé comme ça une fois sur une lettre à Jacques Pils. Elle lui démonte son tour de chant en 2 pas. En disant, telle chanson, faut que tu la chantes en numéro 3, pas en numéro 4. Non, mais c'était une... Bon, voilà. C'était une rencontre. Ombre qui était autour de lui quand vous le voyez. Non, pas... Il parlait d'elle un peu, des fois. Un petit peu, mais pas énormément. Je vous dis, c'était... on était plus théâtre... bon, quand j'étais toute petite, sûrement, mais j'étais assez petite quand même. D'accord. Elle est morte en 63, donc, et j'étais une toute jeune fille. Mais oui, il en parlait, mais pas énormément. Alors là, je vous propose Ertakit, qui chante de Michel Aymers. Je cherche. Entendu cette chanson. Laurence Aymers en allant au cinéma. Exactement, un film avec Nicholson. Je ne me souviens plus du titre de ce film. Et à un moment donné, j'entends cette chanson que j'adore, je trouve magnifique et tout. Et je découvre peu de temps après qu'en fait, elle est de mon père. Et c'est vrai que je l'adore. Elle est charmante, elle est drôle, cette chanson. Et Piaf disait quelque chose sur les chansons de mon père. Elle disait, son air, on le retient tout de suite, comme si on l'avait déjà entendu errer dans toutes les rues. Et je dois dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on retient son l'air. C'est tout simple. C'est tout simple et en même temps, c'est plein de poésie et de tristesse et de gaieté. Il y a de tout dedans. Et c'était lui, ça, hein. C'était lui, cet homme secret. C'est la chose particulière de l'écriture d'une chanson, c'est que on doit se souvenir de la mélodie tout de suite. Ça doit être mémorisable tout de suite. Et c'est là où on voit si un mélodiste est un grand mélodiste de chansons. C'est si après l'avoir entendu une fois, on est capable de la... Exactement. Et c'était le cas pour les chansons de mon père. Vraiment, on les retenait. On les retient. Je vous avais menacé de vous faire écouter la voix de votre père en train de chanter. Oh là, je ne l'ai jamais entendu. Mais écoutez, j'accepte la menace. C'est pas si mal que ça. Je vous propose d'écouter une archive où il chante l'optimiste et je crois qu'il s'accompagne au piano. Eh bien, on verra après, hein.
J'ai mis le pantalon et le veston de mon patron, sa chemise de soie et sa cravate à petits pois, ses souliers en croco, son gilet de laine à carreaux, ses boutons de manchette, sa montre en or et sa pochette, son portefeuille gravé aux initiales RW. J'ai pris tous ses papiers, le carnet de chèques et les billets. Je me suis lavé, rasé, coiffé, pomponné, habillé. J'ai pris sa grosse voiture et je suis parti à l'aventure. Ah, quelle soirée, mes aïeux, j'en ai encore les larmes aux yeux. Je suis à la Tour d'Argent, c'est un gentil petit restaurant. Je commande du caviar, des truffes, du foie gras, du canard. Pour arroser tout ça, vin blanc, vin rouge et de la vodka. Café, cognac, cigare, maître d'hôtel, v'là votre pourboire. Puis je monte à Pigalle, aujourd'hui c'est mon carnaval. À moi toutes les pépées, les plus girondes, les mieux sapées. C'est la vie de cocagne, chanson, baiser, danse et champagne. Après, il y a eu tout ça, mais c'est des choses qu'on raconte pas. Ah, quelle soirée, mes aïeux, j'en ai encore les larmes aux yeux. Ils m'ont repris le veston, le pantalon de mon patron, sa chemise de soie et sa cravate à petits pois. Puis ils m'ont habillé d'un joli pyjama rayé. Ils se sont crus très forts, mais moi je m'en fous, je rigole encore. 2 ans c'est vite passé, c'est juste assez pour y penser aux joies de cette nuit dont chaque minute me poursuit. Je chante, je danse, je ris, je nage en pleine euphorie. Derrière mes barreaux, je suis comme un poisson dans l'eau. Oh, quelle soirée, mes amis. Psst, psst, psst. Gardien, vous n'auriez pas une cigarette par hasard? Merci. Y a pas à dire, c'est bon la vie. C'est charmant. Il chantait très bien, votre papa. Oui, c'était parfait. Il chantait, c'est abominable. Ah, mais moi, c'est lui qui le disait. Hein. Mais il concurrençait Chevalier, là, un peu. C'est dans l'émission Dimanche drôle, dans un fauteuil du 10 janvier 1960. Voilà. Ça, je sais qu'il osait faire ça dans les soirées. Quand il s'invitait avec Jacqueline Maillan, des amis, il osait le faire. Mais je ne savais pas qu'il avait osé le faire directement comme ça. C'est très drôle. C'est une voix de chansonnier. Oui, voilà. Il a fait beaucoup d'émissions de chansonniers, La boîte à sel, avec Robert Mais il ne s'est Rocard. jamais produit, par contre. Non, je pense qu'il était bien à écrire des chansons et à les faire chanter par d'autres. Pardon, papa. C'était très bien. Il y a la mort de Piaf, et puis il y a cette espèce de tremblement de terre dans la chanson qui est l'arrivée des yéyés. Et quand on regarde les listes de Radio France, c'est vrai que c'est tout d'un coup, 63, ça s'arrête. Oui. Très peu de gens vont le voir. Alors, on a retrouvé une adaptation de chansons d'Elvis Presley pour Johnny Hallyday, des choses comme ça. Il continue d'écrire pour sa femme, pour Jacqueline de Maillan. On écoutera une chose. Et là, j'aimerais l'entendre justement parler des interprètes. Et ça a dû être affreux, tout d'un coup, de plus avoir de haut-parleurs pour diffuser ces chansons, même si tout le monde continuait d'écouter les chansons de Piaf. Tiré de l'émission À cœur ouvert de Claude Archambault, il parle justement de ces interprètes. Les interprètes sont un peu comme nous autres compositeurs-auteurs. Nous ne savons plus du tout ce qu'il faut écrire parce que le goût est entièrement mené par les directeurs artistiques des maisons de disques et des maisons de radio qui ont leur goût à eux. Écrire dans leur goût à eux, c'est pas possible, on écrit dans le sien. Alors c'est un peu un cercle vicieux. Les interprètes ne savent pas ce qu'il faut interpréter. Quand on leur montre une chanson, ils ne savent pas juger. Nous autres, nous ne savons pas parce que les auteurs-interprètes savent ce qu'ils font. Ils le font pour eux, c'est parfait. Et alors la difficulté de choisir après n'existe pas pour eux. Mais la difficulté de choisir existe pour les auteurs-compositeurs qui ne s'interprètent pas. À ce moment-là, le directeur artistique, on lui montre une œuvre, il ne sait pas. On nage énormément, on nage. Il n'y a pas un jeune pour lequel vous aimeriez écrire? Vous savez, la plupart des jeunes qui sont connus, il y a probablement des inconnus pour qui j'aimerais écrire, je ne connais pas, mais la plupart des jeunes qui sont connus, qui chantent bien, qui ont de bonnes œuvres, ont leur petite mafia, si j'ose dire. C'est pas une mafia, non, j'exagère le mot, mais enfin, ils ont leur petite troupe qui écrit pour eux et qui ont l'habitude d'eux-mêmes. Eux-mêmes font leurs paroles parfois, ou aident les paroliers à les faire pour eux.
Johnny Hallyday, par exemple, il fait pas mal de paroles avec des amis en ce moment, et d'autres encore travaillent ensemble. Ils ont Beko, il a ses 3 auteurs, Brel écrit lui-même, Brassens écrit lui-même, Aznavour écrit lui-même. En fait, tous ces gens-là, c'est très difficile actuellement de faire des chansons, de les faire interpréter. Laurence Aimère, vous avez vécu le désarroi de votre père quand tout d'un coup, il n'y avait plus de grands chanteurs il avait Jacqueline Maillan, qui n'était pas une inconnue et qui avait sa place dans le métier, mais vous avez vécu cette espèce de désarroi? Ça a été très triste. En plus, après lui-même, il vieillissait aussi, en dehors des chansons qu'il écrivait pour Jacqueline Maillan. Il n'avait plus trop d'idées, il ne savait plus trop quoi écrire. Alors il a essayé d'écrire pour Mireille Mathieu, qui son agent a refusé parce que Michel Aimère, c'était trop Piaf. Il a essayé d'écrire pour des personnes, mais les gens disaient, mais en plus, c'est ça, c'est-à-dire que Michel Aimère, c'est pas possible. C'était ringard, c'était le grand mot de l'époque. Oui, non, c'était trop typé. Oui. C'était trop, c'est Piaf. Michel Aimère, c'est Piaf. En même temps, je dois vous dire qu'il y a des fois, quand j'écoute des chansons par Lucienne de Lille, c'est terrible. Il y a Piaf qui arrive. Oui. C'est très... Et oui, c'est vrai qu'elle a une empreinte. Il y a un tel couple qui s'est fait c'est sûr. Entre les deux. Donc après, son inspiration, elle a été pour Jacqueline, quoi. Et c'est vrai qu'il a écrit, et c'est là aussi où tout son humour, tout ce qu'il était, parce que vraiment cet homme était drôle, il aimait la dérision, il aimait rire, il aimait faire rire aussi. Il avait un côté un peu froid comme ça, mais il avait un humour extraordinaire. Je me souviens, Micheline Dax me racontait encore il n'y a pas longtemps, elle écrit très mal, comme les médecins, vous savez. Et elle lui a écrit une lettre un jour, et il lui a renvoyé une lettre en lui disant « Je suis passée à la pharmacie, ça sera prêt à 7 heures. » Donc c'était tout dans la dérision, dans l'humour, et voilà, donc je pense que ça a été un gros choc quand même. Et il a essayé d'écrire. C'est vrai que pour Jacqueline, c'était formidable, parce qu'en plus, elle avait une voix formidable, elle avait une voix magnifique, drôle. Et donc, là aussi, il y a eu une rencontre. Vous nous avez suggéré le zouave du pont de l'Alma. Oui. On va l'écouter avec délice. Et maintenant, je vais vous parler d'un drame qui se passa à la fois au sein de ma famille et au cœur de Paris, région contiguë et très sensible, comme vous le savez. C'est une histoire que je n'ai jamais pu raconter parce que je pleure, alors je la chante et c'est tout de suite beaucoup plus gai. Ah, mon Dieu. Voici le zouave du pont de l'Alma. C'est bien à contre-cœur que mon père accorda un jour la main de ma sœur à un ancien forçat. Quand de se dévoyer ma sœur devint la femme, j'ai tout de suite deviné qu'il y aurait un drame. Et ça n'a pas traîné, avec son grand couteau, il nous l'a découpé puis l'a jeté à l'eau. Quand on l'a retrouvé, il manquait presque rien. Une fois reconstitué, il y avait tout, sauf une main. La main de ma sœur a disparu, j'ai de la peine. Et depuis la dernière recrue de la Seine, la dernière fois qu'on l'avait vue dans la semaine, c'était là-bas près du pont de l'Alma. Et depuis ce jour-là, on ne sait pas où est la main de ma sœur et toute la famille pleure. C'est un peu curieux parce que d'une certaine manière, il faisait une parodie
des chansons qu'il avait faites pour Piaf, des grandes et belles chansons mélodramatiques qu'il avait fait avant lui. Hein. Il a trouvé l'interprète idéal pour ça. Parce qu'elle avait une voix incroyable. Elle avait une voix incroyable, Jacqueline Maillan. Oui. Hein. J'aime beaucoup les actrices, les acteurs quand ils chantent, parce que déjà, ils ont une bonne diction en général. Oui, ça c'est sûr. Elle avait une voix aussi. Oui. Elle avait une voix parce qu'elle est passée 2 fois à l'Olympia et en 58, en 68. 68, c'était pas terrible parce que c'était au mois de mai. Mais 68, c'était pas... Mais bon, elle était incroyable sur scène. Hein. Et elle adorait chanter, hein, Jacqueline. Je vais vous poser une question de la télévision moderne. Ça rapporte beaucoup de sous, Michel Aymert. Vous savez, il ne parle que d'argent. Beaucoup, en tout cas, j'ai la chance que Édith Piaf soit connue dans le monde entier, quoi. Et très écoutée et très, très appréciée, voilà. On vous demande encore, il y a des chansons qu'on va adapter dans d'autres langues. L'autre jour, on nous a demandé un dialecte norvégien. Oui, il y a 2 langues en Norvège, Oui. le suédois et le norvégien. Exactement. Donc oui. Alors, on demande quand même la traduction avant d'accepter. Vous gardez les versions? Vous avez des versions des chansons de votre père en chinois, en japonais? On ne nous demande pas systématiquement l'autorisation, mais parfois, oui, quand on peut, on la garde. Vous les collectionnez un petit peu? C'est-à-dire que tout ce qu'on m'envoie, je le garde, oui. Vous êtes collectionneuse Écoutez, il y a entre autres de ce qui touche votre père. Une chanteuse qui s'appelle, qui est espagnole, qui fait du flamenco et qui chante l'accordéoniste en flamenco. Oui. Et c'est une merveille. Mhm. Alors bon, c'est plus ou moins... voilà, c'est à sa manière. C'est à sa manière. Mais elle est magnifique. Du côté du Japon. Oh oui, ça de toute façon du côté du Japon. Mais nous avons aussi les Françaises qui vont chanter du Piaf. Bon, Mireille Mathieu, je sais qu'elle chante beaucoup au Japon. Patricia Cass va... Oui, elle va en Russie aussi. Oui. Et elle chante une chanson de mon père, effectivement, qui s'appelle « Et moi », qui est Oui. une très jolie chanson. C'est bien, elle n'a pas choisi la plus célèbre. Non, c'est en même temps qu'il lui va bien. On va la recevoir dans quelques émissions. Ah bon, d'accord. Et Mireille Mathieu, je vous dis, qui chante À quoi ça sert l'amour, l'accordéoniste. Aujourd'hui, elle le chante, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des fois, ça vous met un peu en colère? Oui, alors une fois, on nous a envoyé un rap avec un sample. Normalement, ça devait être un air de mon père que je n'ai jamais pu reconnaître. Donc, j'ai dit non. Nous avons dit non avec mon frère en disant non, on ne reconnaît pas. Vous voudriez qu'il y ait un peu de protection quand même, justement, sur ce patrimoine, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec. J'avoue que je méfie un petit peu des ayants droit, où il y a des ayants droit, c'est des gens qui n'ont absolument même pas connu l'auteur. Ce sont les maisons d'édition en général qui Oui. nous demandent l'autorisation lorsqu'ils se rendent compte que ça peut être un peu, un peu délicat ou pas très... Alors, il y a ce disque... Michel Aymert, chanté par toutes sortes d'artistes, que Piaf chez Marianne Mélodie. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse Édith Piaf chante Michel Aymert pour réunir toutes les chansons qu'ils ont fait ensemble? Vous savez, je pense que pas forcément, parce que non, il est dans tous la plupart des disques de Piaf, il y a 3 chansons. Non, moi je pense que les mélanges des chansons ne dérangent pas du tout, au contraire, je trouve que c'est très bien. Bon, je pense qu'à la limite, pourquoi pas, mais pas forcément. Il aimait la musique moderne. Il aimait Alban Berg, Schoenberg, Boulez, Loulou, oui. Stravinsky, visiblement Stravinsky était son idole. Mais oui, en plus, ma tante Vera dansait dans les ballets Diaghilev quand elle était toute jeune. Donc, oui, il aimait beaucoup la musique moderne, enfin contemporaine en tout cas. Sa vie mériterait d'être... oui, mais alors c'est ça qui est difficile, parce que j'ai cherché, je vous assure, et lui ne parlait pas, donc, mais ça fait rien. Je pense que dans ses chansons, il se révèle complètement.
il est là, il est présent. Et puis, les personnes qui l'ont connu, et bon, il n'y a plus beaucoup malheureusement, mais vraiment, il était adoré par tout le monde. C'était un homme qui était aimé parce qu'il était aimable, il était charmant, il était J'imagine que chez les délicat. musiciens, il y en avait un ou deux qui devaient être un peu jaloux quand même. Bon, il y a toujours des gens jaloux, mais bon, puis il n'était pas parfait, hein. Je veux dire, bon, c'était lui aussi avait ses travers, ses défauts. Il aimait beaucoup les femmes. Bon, et ça, c'est pas un travers forcément, mais disons que bon, ça a été parfois difficile, quoi. Ma cousine me racontait qu'un jour, elle a été voir Marlène Dietrich avec mon père. Elle avait 17 ans, ma cousine. Et que à la fin du spectacle, donc ils sont allés voir Marlène Dietrich. Et Marlène Dietrich dit c'est qui cette petite C'est ma nièce. Bon, bah, tu lui dis de rentrer directement, hein. Et puis, donc... Mais voilà, c'était un peu ça aussi. Elle savait ce qu'elle voulait, Marlène. Elle savait ce qu'elle voulait, et lui ne devait pas être complètement contre, parce que ma cousine est partie en taxi. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Chère Laurence Aimère, vous nous avez proposé de nous chanter a cappella une chanson inédite de votre papa. Alors, c'est une chanson qu'il a écrite dans les années... On est entre amis. Oui, mais... Il y a des bougies dans le studio. Oui, c'est vrai. Nous avons vaporisé des odeurs délicates. Très zen. Voilà. Voilà, bah, il l'a écrite dans les années 70-80. Elle n'a jamais été... Enfin, elle a été chantée comme ça, mais pas jamais diffusée. En fait, il l'avait écrite pour Nicole Croisille. Oui. Qui n'a jamais voulu non plus écouter la chanson car parce que Michel Piaf, Hébert, gna, gna, gna. voilà. Et ça a un peu cassé mon papa. Alors je vais essayer de chanter cette chanson. Il ne reviendra plus jamais, jamais, et je n'entendrai plus jamais, jamais tous les mots que j'aimais, j'aimais, j'aimais. Il ne les dira plus jamais, jamais. Je n'entends plus son rire, je n'entends plus sa voix. Quand je vais m'endormir, il n'y a autour de moi que silence. Il me semble parfois que j'entends la chanson qu'il inventa pour moi, mais ce n'est qu'illusion, que silence. Il chantait faux, il n'était pas poète, et sa chanson n'avait ni queue ni tête, mais elle tourne autour de moi comme une girouette. Je n'entends plus les chants des oiseaux dans les bois, ni les cris des enfants, il n'y a autour de moi que silence. Il a fermé la porte sans faire le moindre bruit, laissant la maison morte et tout nié depuis, que silence. Il ne reviendra plus jamais, jamais, et je n'entendrai plus jamais, jamais sa chanson que j'aimais, j'aimais, j'aimais. Il ne la chantera plus jamais, jamais. Pourtant, s'il revenait me serrer dans ses bras, je sais qu'il n'y aurait juste à ce moment-là que silence. Je n'ai plus qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est formidable comment on peut tout dire dans une chanson qu'on n'a même pas écrite. Oui. Voilà. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Là, il y a une vraie injustice par rapport aux auteurs de chansons, alors que les plus grands écrivains ont tous essayé d'écrire un jour une chanson. Oui. Il y a quand même une espèce de mépris, je sais pas, on fait comme si c'était pas important, alors que là, les trouvailles d'écriture, elles sautent aux yeux, les trouvailles d'écriture, et puis ces mélodies, on n'a pas pu parler de son œuvre classique inconnue. Moi, j'espère que des orchestres d'amateurs vont s'en emparer, par exemple, parce que des fois, les orchestres d'amateurs ils sont plus intelligents et plus curieux que ceux des Oui, parce que c'est passé à la radio. Un petit peu. Il y a longtemps, il y a très longtemps.
Je vais chercher. Oui. Laurence Aymer, merci beaucoup. Merci beaucoup, On Hélène. va signaler une dernière fois le disque de Marianne Mélodie, Oui. consacré aux chansons d'avant-guerre. Donc, Les chansons de ma jeunesse, les ça s'appelle, oui, c'est ça. Voilà, de Michel Aymer, Oui. par toutes sortes d'interprètes Absolument. merveilleux comme Lucien Lupy. Oui. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an. La semaine prochaine, je recevrai Clarica. C'était Chanson Boom, Guillaume Couture, Virginie Cassagne, Patrick Molinier, Hélène Azera. Bonne nuit à l'écoute de France Culture.